Les Biscottes à Sarcelles, dans le Val d'Oise, dans le cadre du Programme national de rénovation urbaine, le PNRU. Et pour en parler, on accueille Marc Escargueil, directeur adjoint de la maîtrise d'ouvrage urbaine et patrimoniale chez Grand Paris Habitat CDC Habitat. Vous pouvez monter sur scène, je vous en prie. Et Marc Bénard, architecte et directeur général d'Équateur Architecture. Bonjour messieurs, et c'est à vous. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, là, en début de matinée, on a beaucoup parlé du 21e siècle jusqu'à 2050 quasiment. Là, on va vous parler plutôt du milieu du 20e siècle. On travaille sur une opération qui est située à Sarcelles. Sarcelles qui est un peu l'archétype du grand ensemble français et qui correspond en fait à une production d'une ville complète avec tous ses bâtiments entre 1955 et 1970 à peu près. Avec la Caisse des dépôts qui est en maîtrise d'ouvrage à l'époque et un architecte qui est Jacques-Henri Labourdette, que vous voyez en photo ici, qui, avec son agence, va produire à peu près 1000 logements par an pendant une quinzaine d'années. Cette période-là, on peut toujours la regarder en miroir de notre période contemporaine, c'est-à-dire une situation de crise, qui là est la crise de la reconstruction française puis du baby-boom. Donc comment on construit très vite à très grande échelle et en même temps des transformations majeures du secteur du bâtiment. Aujourd'hui, c'est des questions de carbone. À l'époque, c'est le passage de techniques traditionnelles à une forme d'industrialisation du bâtiment qui s'opère. Cette vitesse de transformation, elle correspond à des jeux d'acteurs qui sont assez différents de ceux qu'on constate aujourd'hui et qui peut-être interrogent notre efficacité. Là, je mets en introduction un échange que Henri Labourdette retranscrit dans ses mémoires, où le grand ensemble de Sarcelles, c'est quelque chose qui est confié en 48 heures à un groupement entre architectes et entreprises. La Caisse des dépôts dit, est-ce que vous êtes capable de me faire 1000 logements par an et en 2 jours, Labourdette, qui vient de finir la reconstruction de la ville de Beauvais, qui avait été lourdement bombardée, avec les mêmes entreprises, sur des solutions qu'il a déjà fiabilisées, dit on est capable de faire et on démarre tout de suite. Et un an après, il y a 1000 logements qui sont sortis de terre à Sarcelles. Donc c'est cette efficacité-là qui peut questionner nos processus actuels et la vitesse de nos propres transformations. Cette efficacité, elle résulte d'organisations très rationnelles de tous les acteurs. C'est le cas de l'agence d'architectes. Il décrit comment il circule sur ces chantiers en voiture avec des haut-parleurs pour donner les consignes, avec 20 architectes, un par immeuble, qui construisent en même temps. Et il recourt de manière assez rationnelle à des choses qui sont ancrées dans la tradition, ce qu'on appelle le traditionnel amélioré à la reconstruction, qui sont à Sarcelles tous les bâtiments bas en pierre de taille, qui montent à 4 étages, et sur des solutions qui sont de l'innovation constructive et de l'industrialisation, qui vont être des bâtiments qui vont monter entre 10 et 14 étages à Sarcelles, avec des façades métalliques en murs rideaux. L'opération dont on parle aujourd'hui, elle rentre dans cette deuxième catégorie constructive, qui sont des bâtiments qui ont été construits de manière très légère et de manière industrielle, et qu'on re-questionne aujourd'hui avec des procédés qui s'adaptent à nos contraintes thermiques, de sécurité incendie, acoustique. Juste quelques visuels, une série de photos aériennes qui montrent la façon dont se fabrique Sarcelles. On est en plein champ au nord de Paris, avec une voie ferrée qui traverse les champs. On crée avec des échafaudages une gare en plein champ et on construit d'est en ouest, dans ce sens-là sur le plan, 1000 logements par an pendant une quinzaine d'années, avec chaque année des petites modifications des stratégies constructives, des choses qui vont s'améliorer. Donc les bâtiments sont revus, optimisés saison après saison. Le plan masse est adapté au fur et à mesure, malgré un schéma général qui est calé dès le début. Les 2 immeubles qui nous intéressent sont derniers mois cernés en rouge. Donc c'est des bâtiments qui ont été surnommés des biscottes à Sarcelles pour des questions de silhouette de barres très hautes et très fines. C'est des bâtiments qui font 9,50 m d'épaisseur, avec donc des logements qui sont systématiquement traversants, avec des balcons côté sud et des pièces cuisine et chambre côté nord, et qui ont des qualités remarquables en termes d'habitat, avec des vues très dégagées, du soleil, de la ventilation traversante, des distributions efficaces. Et on a encore dans ces bâtiments-là des locataires qui sont là depuis la construction pour les plus âgés, et un attachement assez fort en fait des habitants à leur logement. C'est des bars qui sont disposés de part et d'autre, au nord et au sud, de ce qui est le vrai centre du grand ensemble de Sarcelles, qui est le centre commercial des Flanades.
On devine un petit peu au milieu la place centrale du stand commercial, qui est une référence explicite à la place Saint-Marc de Venise et qui montre le degré de sophistication de ce genre de composition. Aujourd'hui, Sarcelles, qui a souvent été stigmatisé comme un grand ensemble rendant malade ses habitants, c'est ce que la presse de l'époque avait inventé comme mythe, aujourd'hui commence à être regardé avec un regard qui est plus patrimonial, en disant on est sur une forme d'archétype très bien construit, très bien composé, avec un paysage magnifique, les espaces verts sont également très travaillés, et avec des capacités d'évolution. Donc c'est dans ce contexte historique que s'inscrit notre projet, avec des choix qui sont comment faire évoluer et en même temps pérenniser ces situations urbaines, architecturales et ces modes d'habiter. Merci Marc. En effet, l'opération qu'on a le plaisir de vous présenter aujourd'hui, elle concerne 160 logements qui sont répartis sur 2 immeubles, donc des bars qu'on a appelés les biscottes par leur forme, comme l'a précisé Marc à l'instant, qui sont situés au nord et au sud du centre commercial des Flanades, et qui sont au niveau de leurs caractéristiques techniques des immeubles en R+11, avec des façades en murs rideaux, qui sont raccordés au chauffage urbain en série sur le réseau pour tout ce qui concerne le chauffage et qui sont équipés de chauffe-bain gaz individuels dans les logements. Donc on remarque bien sur cette vue aérienne qu'on est dans un contexte urbain assez complexe avec en particulier donc, le tramway qui passe devant la résidence Provence. La résidence Provence, c'est celle qui est donc en haut de la photo. Le centre commercial des Flanades qui est vraiment accolé à l'immeuble Provence. Et côté Paul Valéry, également des façades commerciales à rez-de-chaussée. On est sur un des axes principaux de circulation de la ville également, et avec à chaque fois le marché de Sarcelles, qui est un des 3 plus grands d'Île-de-France, qui est juste à proximité des immeubles. Alors, ces immeubles, les biscottes, qui tiennent leur nom donc, de leur forme, comme le disait Marc, élancés, très hauts, très fins, très longs. Ils présentent l'intérêt majeur d'avoir une très belle qualité des logements. Ils sont tous traversants, les plans sont très efficaces à l'intérieur. Ceci étant dit, nos immeubles, ils sont vieillissants et ils font l'objet de pathologies multiples. Enfin, ils faisaient l'objet de pathologies multiples, d'où la nécessité d'intervenir dessus, sachant qu'il s'agit quand même d'un emblème, d'un patrimoine qui a été classé patrimoine remarquable du XXe siècle. Donc la problématique à laquelle on était confrontés, c'est comment les réhabiliter sans les dénaturer, en traitant les 4 enjeux majeurs d'une réhabilitation aujourd'hui, à savoir, en 1, traiter la sécurité des biens et des personnes, en 2, garantir la pérennité du bâti, en 3, améliorer les performances énergétiques de nos logements, et en 4, améliorer le confort de nos locataires. Alors, pour répondre à toutes ces problématiques, le programme qu'on a établi, il a concerné une intervention assez complète pour une réhabilitation en site occupé, avec le traitement du clos et couvert, isolation complète, murs, menuiserie, toiture, des réfections des parties communes, la mise en place d'une ventilation basse pression, la création d'une sous-station avec le basculement de l'eau chaude sanitaire d'individuel à collectif sur le réseau de chauffage urbain, et enfin des réfections complètes dans les logements. Les labels qui ont été visés dans ce cadre, ça a été d'aller chercher le NF Habitat, le BBC Finergie Rénovation, et enfin de respecter le pacte bois biosourcé de Fibois. Au niveau des résultats attendus sur cette opération, notre cible, c'était de baisser de 60% les consommations énergétiques de l'immeuble et de diviser par 20 les émissions de gaz à effet de serre. Alors, quelques éléments sur ce projet. Donc, c'est quand même une opération complexe avec des interventions spécifiques dans un site urbain dense. Donc, le choix a été pris dès le début de partir avec un montage en conception-réalisation, montage qui nous permet d'associer l'entreprise qui va exécuter les travaux dès la conception et donc de pouvoir réfléchir par exemple à des solutions préfabriquées hors site, des solutions industrielles. Parmi aussi nos enjeux, vu l'importance des interventions à mener, on a pris le parti de définir un budget de travaux qui est très élevé pour des interventions en site occupé, donc un budget de 71 000 euros investis par logement, qui a été rendu possible au travers d'un plan de financement qui intègre des subventions de l'ANRU,
un prêt bonifié d'Action Logement, des prêts de la Caisse des dépôts et une participation en fonds propres du groupe CDC Habitat. Le calendrier de cette opération, il a subi de nombreux aléas. Depuis la définition de cette réhabilitation et la définition de notre programme de travaux dès 2017, on a ensuite le temps de boucler les montages financiers discutés pendant près de 4 ans avec l'ANRU pour aboutir à un accord sur le financement de cette opération. On a ensuite, en 2021, lancé l'appel d'offres qui a été gagné par le groupement mené par l'architecte Équateur représenté par Marc Bénard, accompagné des bureaux d'études techniques Alterea et Inax et de l'entreprise Travaux Léon Gross. Et donc les travaux ont été menés la conception assez rapidement, la préparation de chantier aussi, et un chantier qui s'est passé dans de bonnes conditions jusqu'à la livraison en 2024. Merci. Voilà, juste pour compléter, l'image qu'on a là, c'est l'image de synthèse du concours. Effectivement, dans le parti qu'on a eu, là vous avez une photo de l'existant avant travaux et là l'image du concours, un parti architectural qui était effectivement une conservation globale de l'image du bâtiment avec des petites évolutions liées au réglage technique de façade. Ce qui est un parti qui à l'époque allait peut-être pas encore complètement de soi, des fois ça nous fait perdre des concours. Ici on a, je pense, dans un jury de concours et côté ville, cette vision de commencer à stabiliser ou pérenniser un paysage urbain plutôt que de le relooker de manière systématique. C'est un des éléments qui a tout de suite fait adhérer le maire de la ville de Sarcelles à ce projet, puisqu'effectivement, c'est le seul projet, nous, dans le concours qu'on a reçu, qui reprenait les codes de l'existant et qui donc ne dénaturait pas ce patrimoine qui est inscrit, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Alors, quelques mots sur la façade existante qui nous a poussé à mener cette réhabilitation très conséquente. Il s'agit d'une façade en mur rideau qui pose de multiples problématiques. On avait de multiples dysfonctionnements. Tout d'abord, des questions de sécurité incendie avec une adhérence qui était plus totale entre les nez de dalle et la façade et un risque donc d'effet de cheminée de logement à logement. Des problématiques, bien évidemment, d'isolation, vous le voyez avec les 2 petits panneaux Isorel, donc d'isolation que ce soit thermique comme acoustique. Des problématiques d'étanchéité aussi par endroits de cette façade. Et enfin, des problématiques encore plus inquiétantes, des problématiques ont repéré une sorte de vieillissement de la structure et donc des défauts structurels qui commençaient à apparaître. Je sais pas. Oui. Vous voulez compléter, Marc ? Peut-être pour compléter, donc là, la photo, elle illustre le travail diagnostique qui est absolument indispensable sur ce genre d'édifice. Comprendre comment ils sont construits et aller regarder comment cette façade, donc qui fait 6 ou 7 cm d'épaisseur, a été construite et montée à l'époque pour être capable potentiellement de la démonter et puis de la remplacer par un nouveau complexe. C'est une construction qui est extrêmement légère, c'est de l'aluminium, c'est de l'Isorel, on a déjà des matériaux biosourcés, on a des cadres en acier et des systèmes qui ont été conçus par assemblage vissé, donc qui peuvent se redémonter en sens inverse. Ça pose aussi des questions techniques importantes. Alors la partie thermique, elle est assez simple, c'est des questions d'épaisseur d'isolant. La question de la sécurité incendie, qui est des questions de doublage de plaques de plâtre côté intérieur pour protéger le feu la façade. Des questions d'acoustique, on est dans l'axe des pistes de l'aéroport de Roissy. Donc ça, c'est un contexte qui n'existait pas au moment de la conception de la ville de Sarcelles, mais il y a des avions qui passent en rase-mode dessus. Donc des enjeux d'amélioration acoustique. Et donc, comment trouver une solution technique de ce point de vue-là, le travail en conception-réalisation est très puissant. Et comment trouver une solution technique qui permette de régler l'ensemble de l'équation, thermique, acoustique, sécurité incendie, aspect architectural. Et puis un dernier point qui est majeur en site occupé, vu qu'on garde les habitants dans le bâtiment au moment du chantier, qui est que la partie gauche de l'image, elle est non négociable. On ne peut pas avancer la façade vers l'intérieur du logement, sinon les meubles des locataires ne rentrent plus dans les pièces. Donc on est sur des réglages centimétriques des nus de façade intérieure pour que ça fonctionne. Et donc le travail qui a été fait de manière analytique, c'était de regarder comment étaient construits les bâtiments et de raisonner non pas au global, mais façade par façade. On a des façades nord qui sont des façades complètement planes et complètement lisses, qui sont construites de type mur rideau et sur lesquelles on a opéré la dépose de ces murs rideaux-là et la reconstitution complète d'une nouvelle façade.
On a des pignons d'extrémité qui, eux, sont maçonnés avec des voiles en parpaing sur lesquels on avait le même aspect architectural, mais en fait, c'est un bardage qui était rapporté dessus. Et donc là, on a travaillé à nouveau en bardage avec un épaississement permettant l'isolation. Et enfin, on a des façades sud qui, elles, sont totalement menuisées. Donc des vitrages d'un bout à l'autre avec des panneaux sandwich à certains endroits. Et donc là, le travail sur les façades sud, c'est un remplacement de menuiserie, ce qui est finalement relativement simple. Donc un travail paroi par paroi pour trouver les bonnes solutions. Et un deuxième paramètre qui se voit un petit peu sur le plan masse, je reviendrai dessus. Mince. Je reviendrai dessus. On a le laser, il est là. Hop. On a deux configurations urbaines. La barre Paul Valéry, qui est côté nord, elle a sur sa façade nord un grand parking, donc un endroit où on peut ramener des camions, des grues, faire du levage, et donc la possibilité d'amener des éléments préfabriqués, donc un choix constructif très large. La façade nord du bâtiment Provence, elle est beaucoup plus difficile. En fait, elle est en surplomb du toit du centre commercial des Flanades, donc il n'y a pas de voie le long de la façade. Et cette toiture de centre commercial, c'est du polycarbonate et des ossatures bois, donc quelque chose qui ne résiste pas ni à la pression, ni a fortiori sur des chutes d'objets lourds, et donc qui interdisait des approvisionnements lourds ou des grutages sur cette façade-là. Donc deux stratégies qui sont mises en place sur ces deux façades-là, qui sont à l'origine construites pareilles, qui vont s'adapter aux contraintes de chantier. Grutage possible sur le bâtiment nord, impossibilité de grutage sur le bâtiment sud. Vous avez la photo du milieu qui montre ce que donne le grutage. Aujourd'hui, on a des outils qui sont remarquables, c'est-à-dire qu'on peut monter des charges lourdes, les positionner rapidement. Ça facilite énormément le travail. Sur les façades, travail à partir du nu intérieur inchangé. Donc vous avez à gauche la façade existante qui est très très mince et qui est fixée sur des calandres Alphen sur les nets de dalles. Et vous avez à droite l'épaississement du complexe de façade avec un nu intérieur qui est assuré par une plaque de plâtre. Et selon les solutions, bâtiment nord, une façade en préfabrication bois, donc qui vient en grand panneau intégrant les fenêtres, les bardages, etc. en une seule fois. Sur la barre côté sud, pas de grutage, reconstruction in situ d'une façade avec un système industrialisé qui est la façade F4 d'Isover. La façade nord, c'est une solution industrialisée qui sont des panneaux blocs de chez Techniwood. Dans les deux cas, et un peu en analogie de ce qui s'est fait dans les années 50, on recourt en fait à l'industrialisation et aux solutions, Nathalie Chang disait merveilleuses tout à l'heure, on a des palettes de solutions qui permettent aujourd'hui d'intervenir de manière efficace sur ce genre de cas. Il y a 10 à 15 ans, je pense qu'on aurait été quasiment bloqué constructivement pour arriver à faire ce genre d'opération. En termes de chantier, notamment en chantier en site occupé, donc avec les locataires qui restent dans les logements tout au long, avec les commerces qui sont en activité au pied de l'immeuble, etc., il y a une réflexion très importante qui est menée par l'entreprise sur comment ordonnancer les travaux pour être rapide, limiter les nuisances, limiter les risques pour les personnes, assurer l'habitabilité des logements. Et donc, comment faire pour déshabiller la façade en gardant 1 mètre derrière la façade, une façade provisoire en contreplaqué. Et derrière cette façade, on a les cuisines et les chambres des appartements avec les gens qui continuent d'habiter. Donc là, vous avez une vue qui est une vue de chantier avec le bâtiment qui est déshabillé. Le nu de façade est ici en façade sud. Et la façon dont on va isoler les logements du chantier pour travailler. C'est un travail qui se fait de manière assez intrusive avec un ordonnancement qui se fait par cage d'escalier. Quand on fait de la préfabrication, on est obligé de démonter dans l'ordre et de remonter dans l'ordre la façade. Donc on est obligé de suivre la logique constructive. Et vous avez en bas une photo qui montre en fait le bâtiment avec la façade d'origine au milieu ici. À droite, une façade qui a été déshabillée avec la cloison provisoire qui sépare l'extérieur et l'intérieur. Et vous voyez qu'il y a des portes dans ces parois-là qui permettent un accès des ouvriers du logement vers le chantier si nécessaire. Et puis à gauche, vous avez une première partie de la façade qui, elle, a été posée dans son état définitif. Donc on a un moment sur le chantier où on a les 3 étapes de la vie du bâtiment qui vont coexister. Ces 3 étapes qui coexistent, c'est aussi quelque chose qui rassure les locataires. Parce que dans les réunions publiques qu'on a eues en préparation de chantier ou en études, les gens n'étaient pas complètement confiants sur comment ça allait se passer. À partir du moment où ils ont vu 3-4 logements équipés, que ça se passait bien,
qu'ils avaient un gain instantané sur le confort thermique et le confort acoustique. Derrière, ils étaient plutôt pressants en disant quand est-ce que vous êtes chez moi. Donc une sorte d'inversion de la logique et qui correspond à cette technique-là de chantier. À noter peut-être en complément que aussi ça montre bien la nécessité d'avoir accès à tous les logements, puisqu'effectivement le cycle logique aurait été voulu de faire d'abord la partie de gauche, puis la partie centrale et enfin la partie de droite. Et si on a switché la partie de droite avec la partie centrale, qu'on a commencé par traiter la partie de droite avant la partie centrale, c'est parce qu'on avait un locataire qui n'avait pas ouvert sa porte. Donc plutôt que de déshabiller tout le reste de la façade avec un locataire bloquant, on a préféré basculer, discuter, mieux expliquer le projet au locataire pour pouvoir ensuite venir traiter cette partie de l'immeuble. Donc voilà comment on s'adapte aussi au fil de l'eau pour réussir une opération de cette envergure. Donc là, c'est la visualisation de la solution technique Panobloc. Alors Panobloc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution de type façade de sature bois qui inclut un latis de bois croisé avec des latis isolants, donc des choses qui sont extrêmement à la fois légères et rigides, donc qui ont des qualités constructives intéressantes, notamment quand on grute les menuiseries avec, ça évite de les tordre ou de les casser. Et qui sont des produits qui sont avec des avis techniques qui permettent de justifier ces performances thermiques, sécurité incendie et acoustique dont on avait besoin pour l'opération. Donc des solutions industrielles qui sont relativement récentes et qui répondent bien à tous les enjeux performantiels qu'on rencontre sur l'opération. Donc à gauche, vous avez des visuels de l'usine Panobloc, vous voyez les robots qui fabriquent ce genre de panneaux. Et à droite, vous avez le camion qui arrive sur le chantier avec la façade d'un logement en entier, avec les fenêtres intégrées, le pare-vapeur, on voit le côté intérieur, donc le pare-vapeur, et le bardage, et après le grutage qui permet de mettre en place plusieurs panneaux par jour, donc c'est un chantier qui va très vite de ce point de vue-là, pour réhabiller la façade et laisser les gens 2 à 3 semaines simplement dans une situation transitoire entre le début de dépose de façade et la fin des travaux de doublage intérieur dans le logement. Donc c'est des travaux avec une planification assez fine. Vous avez ici à la description et les photos, mais effectivement de mise en place de cloisons, désamiantage, dépose, remise en place de nouvelles façades, finition intérieure du placo-plâtre et des peintures, dépose de la cloison et restitution de la totalité du logement à chacun des locataires. Alors je vais essayer d'être rapide sur l'intervention en logement parce qu'on me fait signe qu'on est un petit peu en retard, on était un peu trop bavard. Donc en 2 mots, effectivement, on commence par mettre en place des contre-cloisons dans le logement pour sécuriser la zone de travail et éviter tout risque pour les locataires. Donc contre-cloisons qui sont fixées en compression dans la mesure où on est en plancher chauffant sur cette résidence. On met ensuite les garde-corps de protection pour le travail de l'ouvrier en sécurité. On peut venir ensuite déposer à la grue ou à la nacelle la façade existante et venir rapporter la nouvelle façade avec donc un ouvrier de chaque côté pour sa fixation. Les photos du bas permettent de voir l'encombrement dans les logements, donc que ce soit dans une chambre ou dans une cuisine au niveau donc de la perte de place des locataires. Et on voit bien sur le plan le côté très intrusif de l'opération et donc d'où l'intérêt d'avoir bien discuté avec les locataires en amont, d'avoir bien expliqué le projet pour qu'ils adhèrent et qu'ils nous libèrent leur logement pour les interventions. Alors, en 2 mots, l'intervention dans les logements, on en a profité pour faire une intervention globale, à la fois tout ce qui a été plomberie avec changement des chutes, basculement donc de l'eau chaude sanitaire sur du collectif au réseau de chauffage urbain plutôt que des chauffe-bains gaz, mise aux normes électriques, remplacement des portes palières, remplacement de toutes les menuiseries bien évidemment, et remise à neuf de toutes les pièces humides, donc à savoir peinture, sol et équipement sanitaire. Alors, pour faire un retour d'expérience sur cette opération, les clés d'un projet réussi pour un maître d'ouvrage sur une OP de cette complexité-là, c'est tout d'abord la logique de la préfabrication hors site qui a été rendue possible par le montage en conception-réalisation. Donc ça a permis, dès les premières phases, comme on l'a expliqué tout à l'heure, d'intégrer l'entreprise à la conception et donc d'intégrer les solutions industrielles retenues par l'entreprise à la conception de l'opération. De la même manière, faire tous les diagnostics en amont, ça permet de se prémunir de toutes les problématiques qu'on va rencontrer ensuite, de les intégrer et donc de sécuriser la faisabilité technique et financière de l'opération. Évidemment, des opérations de cette complexité nécessitent de faire appel à des groupements expérimentés et agiles.
en l'occurrence donc le groupement mené par Équateur avec Léon Gross. Et enfin, ça nécessite aussi un dialogue constant avec les locataires parce qu'on est sur des opérations très intrusives, donc avec le besoin d'adhésion des locataires au projet pour pouvoir réaliser cette opération. À noter que ce projet a obtenu plusieurs prix, dont la mention spéciale du jury catégorie réhabilitation au palmarès de la construction durable du Val d'Oise en 2024 et il a été finaliste du trophée des sobriétés des ESH. Peut-être aussi en termes de projection sur les réhabilitations. C'est aussi pour nous un projet, enfin pour CDC Habitat, un projet qui a été préfigurateur de l'approche Lean dans la réhabilitation, à savoir plutôt que de prendre un immeuble et de regarder les conditions dans lesquelles on va le réhabiliter, on a préféré réfléchir macro à l'échelle de tout le secteur de Sarcelles pour identifier des immeubles avec des contraintes similaires, les réunir et atteindre une taille critique permettant de mettre en place à la fois un marché de conception-réalisation et des solutions industrielles, eu égard à la taille de l'opération. Très bien. Merci, messieurs. Je suis désolé, on n'a pas le temps pour les questions-réponses. Après, les personnes présentes